Bienvenue au Festival Montréal Baroque 2020, une édition virtuelle. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, la fondatrice du festival elle-même, Susie Napper, en conversation avec Matthias Maute. Alors, on vous présente d'abord deux mouvements d'une sonate de Antonio Vivaldi. Voici deux mouvements d'une sonate de Antonio Vivaldi. Cependant, la musique a été publiée à Paris et un certain Nicolas Chedeville est présumablement l'auteur de ces pages. On ne saura jamais de quel pays et de quelle plume, de quel compositeur cette musique vient vraiment. Et ça pose beaucoup de questions. Si la musique peut changer de pays autant, comment est-ce que ça marche avec les joueurs? Alors, ici, avec Susie Napper, nous avons un cas très intéressant, une vie très mouvementée qui englobe plusieurs pays et beaucoup de déplacements. Et ça fait longtemps que je veux connaître un peu les dessous de cette histoire et comment tout ce développement s'est passé dans ta vie, Susie. Donc, les débuts, si je me rappelle bien, ça date, donc on est à Londres. On est à Londres, oui. Et une vie qui a l'air tellement lointain, c'est comme la vraie vie maintenant, on est habitué à cette pandémie. Et mon enfance semble très très loin, parce que cette vie que je vivais comme petite fille n'existe plus. Alors j'habitais dans une grande maison qui était bombardée pendant la guerre à Londres parce que c'était à côté de l'ambassade russe.
Et mon père l'avait acheté, il a rénové, il restait que la façade du 18e et il a créé un palais derrière où j'habitais. Et il faut dire que si on pense juste visuellement, il y avait des Rembrandt sur les murs, les Rubens, les grands peintres. Donc, tu es vraiment trempé dans la culture du 17e, 18e siècle. Exactement. Mon père était pianiste par amour, mais avocat et développeur de propriétés. Après la guerre, il en profitait qu'il y avait plein de bâtiments tout à fait détruits. Et donc, il a fait fortune. Donc, on habitait avec plein de serviteurs. On avait on dirait la vie à Versailles, la reine voilà. qui servit. On avait le jardinier, le chauffeur, la nanny, my dear nanny Dossie, who looked after us in all manner of ways. And, Mais comme dans tout ça, la musique, je veux dire, comment est-ce que tu as trouvé ta passion pour toi-même? Bien sûr, la maison était pleine de musique. Il n'y avait pas question. Tout le monde jouait. Ma mère était altiste, mon père était très bon pianiste. Il voulait être professionnel, mais c'était altiste interdit. comme chanteuse ou altiste comme... Altiste. Chanteuse. Ah non, ok. Comme altiste. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et... And I was saying right before that we had a bomb shelter for fear of nuclear war, and that was really fun. That every month we went down to the bomb shelter. Et là-dedans, il y avait 5 livres de sucre et de l'eau. Et bien sûr, nous les enfants, on regardait le sucre avec envie. Et on n'a jamais mangé le sucre. Peut-être c'est toujours là. Alors, bien sûr, la maison était pleine de musique. Mon père soutenait plein de jeunes musiciens. Donc, il y avait des pianistes, des jeunes pianistes, notamment Martha Argerich, etc., qui étaient autour. Oui, incroyable. Il y avait Segovia, le guitariste, qui venait souvent manger. Et Zabaleta, l'arpiste de l'époque, très renommé. Mais bien sûr, moi j'ai grandi avec des disques vinyles avec son nom, les concertos de Handel. Voilà, c'est ça. Et Yehudi Menuhin était voisin. Ah oui, vrai. Et voilà, donc tout le monde se réunissait pour les grands repas. Et la bouffe était très, très importante chez nous. Mais comme découvrir le violoncelle, on te connaît comme violoncelliste, on te connaît comme gambiste. Mais comment l'instrument t'a trouvé à l'époque? Ça marchait comment? Alors, ça marchait parce que mon frère, bien sûr, avait commencé avec le violon. Donc, il n'y avait pas de choix. Bien sûr, il y avait le piano pour nous tous. Et je me souviens, j'ai commencé le violoncelle à 8 ans. Et j'avais une prof fantastique qui m'a fait, pendant 1 an, j'ai joué que les cordes à vide avec les élèves violonistes. Et j'avais l'impression que je jouais la grande musique et j'ai tout appris en jouant, je crois, les cordes à vide. Et en écoutant les autres violonistes qui jouaient? Qui jouaient avec. Elle m'a indiqué quand il fallait changer de note. Donc j'ai changé de note et c'était fantastique quand on changeait d'harmonie. Donc j'étais vraiment dans la musique. J'ai joué le piano dès l'âge de 6 ans. Où on m'a frappé les doigts si je regardais pas la partition, que j'étais incapable de lire, mais il fallait que je regarde la partition. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est là où on voit l'importance de rencontrer la musique ou son instrument au bon âge. Quand je pense à ma fille qui joue le violoncelle, une corde aiguë, pour elle, elle disait « Ah, ça sonne comme le jour ». Une corde grave, c'est « Ah, la nuit ». Et on voyait tout de suite dans les yeux ce que ça représente pour elle. Et j'imagine, pour toi, c'était comme la même chose, oui, comme ça provoque des émotions. Oui, c'est ça. Et je me souviens, j'avais une radio et j'ai entendu par hasard du Monteverdi. Ah oui, ok. Ça doit être rare à l'époque. C'est ça. Mais c'était l'intro au Vapre, je crois. Ou peut-être c'était Orfeo, plutôt Orfeo. Ouais, et je me souviens,
j'ai arrêté, je me suis assise et je savais que c'était ça ma musique. Ah oui. Je savais tout de suite que c'était ça ma musique. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire que Monteverdi a déterminé ta vie d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que ça m'intéressait énormément. Ouais. Mais bien sûr, ce n'était pas considéré comme la grande musique chez moi. La grande musique était Beethoven et Brahms, et Chopin, tout à fait. Mais est-ce que pour toi, il y avait comme un élément aussi d'opposition dans le sens que c'est ça que ta famille fait, tes parents, et là tu vois quelque chose qui est très rare, il y a très peu de gens qui prennent ça au sérieux, et là pour toi tu découvres quelque chose que tu aimes beaucoup. Est-ce que tout ça ensemble, c'est ça qui t'a aussi motivé, entre autres, dans cette musique? Pas du tout, j'avais aucune idée. Okay. Je savais que j'adorais ça. C'est vraiment l'amour pur. Oui, c'était l'amour pur. Et j'adorais Bach. J'avais un petit 45 du père et fils Oistrakh qui jouait le concerto double de Bach. Et, avec beaucoup de vibrato. Avec beaucoup de vibrato, que c'était beau. La poignée russe. Mais pour toi, donc, quand est-ce que tu as fait la connexion qu'avec cette musique, il a aussi certainement, il a les instruments, il a certaines façons de faire. D'instruments, à chaque année, on allait écouter les passions. Dès l'âge de 5 ans, 6 ans, on m'amenait aux passions de Bach. Il y avait au moins 2 Saint-Jean, 2 Saint-Matthieu. Et j'étais fascinée par le gambiste. C'était toujours le même gambiste, incroyable, qui s'appelait Ambrose Gauntlet. C'est un nom en anglais tellement beau. C'était un petit vieux qui... Et finalement, quand j'ai reçu ma viole à l'âge de 14 ans, je suis allée le voir pour une leçon. Mais un instant, donc toi tu joues au violoncelle, mais là tu as pris connaissance du fait qu'il y a un instrument qui s'appelle la gambe. Donc toi tu as déclaré, tu as dit à tes parents, moi je veux jouer la gambe. Oui. À l'âge de 14 ans. Non, à l'âge de 10 ans. 10 ans, mais tu étais le seul enfant en Angleterre qui jouait la gambe. Alors... Non, mais je ne jouais pas. Et quand mon père a acheté la viole, peut-être j'avais 12 ans. Et je suis allée voir Ambrose Gauntlet. Et la première chose qu'il a fait, il a pris ses ciseaux, il a arraché les frettes. Et bien sûr, je n'avais pas remarqué que lui, il jouait sans frettes. Et maintenant, je sais que c'est incroyablement difficile. Il jouait ces airs de Bach dans les passions, des airs de viol. Il creusait sa propre tombe. C'est ça. Sans frettes, c'est archi difficile. Mais donc pour toi, dans ta vie, je veux dire, on pourrait dire que tu as passé ta vie avec 2 amants. Il avait le violoncelle et la gambe. Est-ce qu'il y a comme une compétition entre les 2 instruments, les 2? Non, j'ai vraiment pas joué la viole. Après qu'il n'y avait plus de frettes, ça m'intéressait plus. Ah oui, ok, je vois. Okay. Et enfin, j'ai hérité cette viole quand mon père est décédé. Et donc tu as refait les frettes. Voilà. Mais donc, mais la gambe, parce que tu es aussi effectivement très connu comme gambiste avec Les Voix humaines. Il y a peut-être une 50aine de CD, des tournées mondialement. Je veux dire, c'est un duo qui est célèbre. Et il a pas seulement au niveau de qualité du jeu, mais aussi au niveau de arranger des pièces, créer un répertoire, comme un univers pour ces instruments. Donc, à quel moment est-ce que tu as découvert la gambe? Parce que effectivement, tu commençais avec... quand j'ai hérité la gambe, j'avais un appel la première semaine pour me demander si je voulais jouer du rameau à la gambe. Et j'avais 2 mois à apprendre les pièces de clavecin en concert. Je ne savais pas que c'était très difficile, mais je les ai appris et je suis allée jouer ces pièces et il n'y avait plus de retour après ça. Ah oui, quelle belle histoire! On pourrait vraiment écouter des heures de toutes les histoires de ta vie. Au moins, on a touché maintenant le début des origines de toute cette amour, passion dont nous tous profitons parce que ça crée entre autres le festival Montréal Baroque des années plus tard. Là, on va enchaîner avec un mouvement de chez Sébastien Bach, un andante, un des grands mouvements que j'espère les festivaliers vont reconnaître tout de suite.
avec Bach, we arrive in Germany, and Matthias's childhood, which I've heard quite a bit about, especially the wonderful celebrations at Christmas. Oh, that's right. Well, the thing is, Susie and I, we have given I guess hundreds of concerts together, and with Ensemble Caprice, we have developed many programs where stories are being told. And indeed, on our Christmas program, I tell this story how my parents put a whole staging process into the celebration, including not entering the living room and then hearing the bell ring at Christmas, and that was sort of that kind of sound for us incorporated all the magic of Christmas. So in that respect, music was something that was also very present in my youth. Well, and in fact, all I know of your childhood is Christmas. So I'd love to know where you lived and what was the musical life apart from Christmas. In some ways, it was quite opposite from your life, because you grew up in that big capital, London. I grew up in a small town in the midst of these mountains in South Germany. However, in my parents were both culturally interested, and so my mother played the violin. My father had piano lessons when he was young, and he, during his entire life, sang in choirs. So music was something that we all would do. And I myself, my three sisters, we all learned 2 instruments each. And I just can't imagine how my parents came up with that idea that this was sort of the standard in that family. It seems to be crazy. How did you have time? How did that work? Well, and after the fact, it was crazy because and later I would have to conduct a choir, play violin and viola in an orchestra, have another chamber choir that I would sing with, do fencing, sports also, and have school. It was a normal thing to do. And so you sang? Yeah. And well, I had my first church choir when I was 16 as a conductor, but I grew up with a recorder first, and then the violin was my second instrument and actually the love of my life. As it turns out, the violin did not want to know too much of myself, so I had to turn away from the violin and stick with the recorder. I stopped. I've never told you that I was apparently a fantastic recorder player. Because when I left one school when I was 10 years old, the recorder teacher cried because I think I was the only one who could actually play music. And I remember playing Handel Sonata. Anyway, my little aside. Maybe we should, in the festival, at some point include a recorded duet exactly. with the 2 of us playing. I mean, playing the recorder is, everyone at the time in Germany started on the recorder. That was the way the instrument was known. And it was rather rare as a boy to keep to play that instrument. And so in my class, I was always the only boy who played the recorder. Was it considered a sort of diminutive, unimportant instrument? Well, totally. I mean, Totally, girls would play that instrument, not boys. I never told anyone about what I was doing. And when I was 12, I finally had convinced my parents that I could stop taking lessons. And only when they gave in, then I thought, hey, it's a pity, and I just kept going. However, when I was 14, I stopped playing for a year and just concentrated on violin. So I was always very much into music, but record is something that you have to, as a young man, to wrap your mind around. It's not easy to build a life on that. It took me quite some years to figure that out, and that's the thing I really like doing, so there's no regret whatsoever. And it's actually amazing that it's possible to build a whole career on this little fragile instrument. And I just love playing it a lot. So everything was fine, but in the background, it was not a sort of a rocky road, despite living in a very protected environment. Yeah. And so did you all play together? Was there chamber music in the house? My mother, when we had those rare occasions to play together, would always say that these are the highlights of her entire life. And after the fact, I'm almost embarrassed to say, for us as kids, it was we hated doing that. Oh, no, we just how sad. Didn't. I mean, we had to perform at Christmas when my granddaddy came. Then he expected us to perform a program, including poems, music, and all the entire spiel. So for us, we were not
really eager to do that. However, what it all did is that whenever there was an occasion to play in an orchestra and a choir, to perform in a concert, we were always there. My sisters, I myself, and my mother was a founding member of a chamber orchestra of amateur players and would do that her entire life. So it was just something in the background. But as a young kid, I mean, I certainly had to. It took some time to really acknowledge the fact, hey, I'm born as a musician, there's nothing you can do about but following up with that. So finally you, as it were, came out of the closet as a recorder player. Yes. And dared to admit. And then what happened? Then I studied in South Germany before I went to Freiburg. But even at that stage, when I went to Freiburg and to Holland, and in Utrecht we had a huge recorder class, 50 recorder players, and I felt like totally lost among all these fantastic players. I didn't know how to find a spot for myself in that world, so I again came very close to stopping and doing something else. Fortunately, I was something kept pushing me, and everything turned out just to be fine. But it was not something that came easy to me. However, I think from outside it was obvious there was some talent, and why shouldn't he do something with it? But it took some time for myself to get on that track. And I have heard on the grapevine that you have another talent, and that maybe that could have been a that I'm career. aware of. I gather you're a fantastic chess player. Well, I'm a chess player, not fantastic, but I like. Yes, I played chess in a chess club. I did competitions, tournaments, and stuff. So. And how did you start composing? I developed the desire at the age of 16. I didn't know how to do that, and I wrote down at the beginning of the Dvorak cello concerto the solo part, and did a little solo piece for my sister. And then later I realized I didn't really know how to do that. And then I just put it aside, and later during my studies in Holland, I went back to that and just figured out ways and did a lot of composing in period style. By that manner, like getting taught by these great masters from the past what they did, and just trying to follow up their path without the ambition to be as good, or just to learn how they did it. And that made a huge difference in my own way composing, just how to know how to structure, how to build things, and to realize you don't have to be inspired all the time. There are moments you have to be inspired, other moments you have to build. And by doing that, it felt like it was a nice way to deal with your own intuition, because at the beginning of a piece, you don't know how it will unfold and end. And to deal with it seems to be a really matter of life. That's how we live also. So, I mean, this is interesting. So we're now going to play the Duke of Norfolk or Paul's Steeple. And how much of this is your composition and how much is improvised? Well, this is a particular case because it's sort of a written down, what might have been written down improvisation by a violin player, Paul Steeple. We don't, in our case, I play the variations on the ground, but while playing the variations, I mean, you're tempted to add all kinds of little things that they would do as well, with trills and ornaments, just to make it a fancy little thing that is not like built in marmor, but like real life. You have a cake on your plate and you eat it. That's how it feels. Perfect. Let's party with the Duke of Norfolk.
It's so much fun. And this is always, when you listen to that music and you go to a festival, Montreal Baroque edition, it always feels, it has the same kind of feel. That playful, fancy stuff happens. C'est comme ça que je voulais créer ce festival pour laisser place à l'inspiration du moment. Parce qu'on passe l'année assez sérieusement, souvent, à jouer de la vraie musique, etc. Correctement. Mais à Montréal, on a tellement de musiciens doués à improviser, etc. Et on a peu de temps à vraiment développer ça. Donc au début, c'était vraiment pour ça, pour les projets fantaisistes qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il y a une chose que moi j'adore avec le festival, souvent il y a un thème qui n'est pas nécessairement musical, mais comme Death by Chocolate, comme personne qui supposément est mort parce qu'il a mangé trop de chocolat. Donc c'est une des signatures que tu as trouvées pour le festival, trouver des sujets où on peut attacher la musique à une expérience de vie que tout le monde connaît. C'est ça. Bien sûr, je veux toujours faire des choses différemment que partout ailleurs. Donc, au lieu d'avoir un compositeur ou un pays, on va jouer la musique française. Je veux dire parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ont comme un thème historique, un pays, une période. Et, voilà. Donc, au début, il y avait des projets que les gens avaient proposés et je voyais que c'était vraiment... je trouvais un thème topsy-turvy qui... le monde à l'envers, qui représentait ce qu'on allait faire. Et donc, c'était à partir de là qu'on a pensé au thème pas possible. Mais ça laisse beaucoup de liberté à tout le monde à trouver un lien entre un projet qu'ils adoraient faire. Donc, au fond, si je comprends bien, là, tu as trouvé une façon de créer une structure qui représente aussi ta propre façon de faire la musique. Donc, on prend il y a beaucoup de festivals, mais on prend ces éléments et on les transforme dans quelque chose de très différent. C'est ça. Mais c'est pas comme si on joue pas de la musique sérieuse non plus. Je me souviens quand on a les voix humaines, on jouait l'art de la flûte de Bach. Et pour terminer, j'ai demandé à toi d'écrire la fin de la flûte qui n'est pas finie. Et bien sûr, c'était très différent et il y avait du monde qui détestait ça. Mais tu peux expliquer ce que tu avais fait. Mais au fond, on a fait un montage et avec ton fils, Toby et moi ensemble, on a fait un montage qui incluait des sons de train qui représentaient notre propre période qui attaque carrément le XVIIIe siècle. Donc il y a des gens du festival qui trouvaient que ça allait un peu loin, mais ça suscitait des réactions alors. Et c'était tout à fait dans l'esprit du festival. Juste avant de terminer, une petite question, c'est quoi quand tu penses à toutes les éditions du festival, quel moment favori qui sort de toutes ces expériences inoubliables? Il y en a deux. Death by Chocolate. Il y avait une chanteuse fantastique qui a proposé faire des feuilles de menthe couvertes de chocolat. Mais malheureusement, il faisait à peu près 37 degrés ce jour. Et entre la voiture, les 20 secondes entre la voiture et l'église, tout a fondu. Donc, il y avait une soupe. Donc, c'est du chocolat. Mort dans le chocolat. Et l'autre, c'était les feux d'artifice, qui étaient incroyables dans le vieux port. C'était quelque chose à voir. Et bien sûr, les feux d'artifice maintenant sont faits avec c'est tout près destiné, le temps qui prend. Donc, on avait fait l'horaire, combien de minutes pour la bourrer, etc. Mais bien sûr, à l'extérieur, tout prend plus de temps. Donc, on voyait les feux d'artifice pendant les silences. Ouais. J'étais sur scène
C'était extraordinaire. Oui, et c'était un événement à la radio diffusé dans le pays au complet, un grand événement festival Montréal Baroque. Mais ce sont les moments très drôles. Mais de toute façon, je crois que je parle au nom de tous les festivaliers et de la communauté de musique ici à Montréal en te remerciant d'avoir fondé le festival parce qu'il ajoute vraiment une couleur très particulière, non seulement ici à Montréal, au Québec, mais aussi dans le monde, dans l'univers des festivals de musique ancienne. Donc, un grand merci, Susie, c'est vraiment spécial. Un grand plaisir. Donc, nous, on va toujours faire référence à l'origine, aux origines de Susie avec une petite pièce, Badrow, une danse folklorique du XVIIe siècle qui aurait pu être dansée à Londres.